BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et bonjour à vous toutes et à vous tous, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, vous le savez, pour De quoi je me mêle, à la fois sur l'appli RMC, sur l'appli BFM Business, sur 01 TV en vidéo, sur YouTube et sur 01net.com. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on évoquera le marché du PC qui a étrangement évolué ces derniers mois, évidemment du fait de la pandémie. On en parlera avec le directeur marketing et communication du constructeur taïwanais Acer et on verra aussi les nouveautés qui nous attendent pour l'année 2021. Je vous rappelle que bien sûr, comme à chaque fois, vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mêle avec la page Facebook, le hashtag DQJMM sur Twitter et on commence bien sûr par le club de la presse IT. Bienvenue à vous tous. Le club de la presse IT avec cette semaine Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Journaliste à 01net.com et Raphaël Grabli nous fait l'amitié d'être là aussi. Salut Raphaël. Journaliste à BFM Tech bien sûr. Et ensemble on va commenter l'actu de cette semaine et commencer par ce séisme du côté de chez Amazon. Nicolas, Jeff Bezos annonce quitter son poste. Il a annoncé il y a quelques heures. Il va prendre un peu de recul par rapport à Amazon. C'est un peu la surprise, on ne l'avait pas trop vu venir. Il y a souvent comme ça, en même temps, les départs de grands fondateurs d'entreprises, on ne sait pas trop quand ça va arriver. Et c'est au moment de l'annonce des résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2020 que Jeff Bezos a annoncé qu'il allait quitter son poste de CEO d'Amazon pour devenir chairman, donc directeur du conseil d'administration. En soi, il n'y a pas grand-chose qui va changer, paraît-il. Il va continuer à superviser les projets de nouveaux produits Amazon. Il va continuer à bosser sur le futur d'Amazon. Maintenant, il n'a plus le temps aujourd'hui Jeff Bezos pour s'occuper des affaires courantes. Donc il va donner le rôle de CEO à son fidèle bras droit Andy Jassy qui est avec lui depuis 1997. Et donc dans l'idée, Jeff Bezos, à partir de cet été, normalement le mois de juillet, ne sera plus le patron d'Amazon. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que peut faire l'homme le plus riche du monde, Raphaël ? On le voit sur les images, il va s'intéresser à Blue Origin, il va s'intéresser à l'espace. Je pense qu'il va prendre de la hauteur au sens propre et au sens figuré. Je pense qu'il a envie d'avoir un parcours peut-être à la Bill Gates en fait, c'est-à-dire pouvoir faire... Bill Gates qui pendant longtemps était chairman de Microsoft. Oui, c'est ça, il a pris ça à peu près le même inspiré parcours. de Bill Gates, il a envie, il a d'autres aspirations. C'est vrai que quand on est l'homme le plus riche du monde, on a quand même un luxe humainement, tout simplement, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et je pense qu'il a d'autres aspirations. Il voit qu'Amazon tourne parfaitement. C'est pas anodin d'ailleurs le fait que ce soit son bras droit qui reprenne la direction, parce que il s'occupe du cloud. C'est pas le directeur d'Amazon. Enfin, c'est pas la partie vente, c'est le cloud. Donc ça en dit long aussi sur la stratégie qui a été prise par Amazon. Et d'ailleurs, ça me rappelle un peu quand Tim Cook est arrivé chez Apple à la tête d'Apple. Tim Cook s'occupait de la distribution. Et donc, on est arrivé dans des démarches beaucoup plus, beaucoup plus financières. Ouais. Voilà, financières. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de voir... Alors évidemment, Apple, ça s'est fait dans des conditions dramatiques avec la mort de Jobs, mais c'est toujours très intéressant de voir le mouvement que prend une entreprise après le départ de son fondateur. On l'a vu avec Bill Gates, on l'a vu avec Apple, on le voit avec Amazon. Ça en dit long sur la stratégie, je trouve, sur le nom du remplaçant. Donc, mais il n'y aura aucun changement majeur. Mais je pense que Jeff Bezos, il a quoi ? Il a 57 ans ou... Oui, 57. Voilà. Ouais. Bon, je pense qu'il a envie de se détacher un peu des affaires courantes. Et je pense que Amazon est entre de bonnes mains. D'ailleurs, ils ont battu un record de résultats puisqu'ils ont fait 100 milliards sur un trimestre, 100 milliards de chiffre d'affaires. Évidemment bien aidé par la situation ils sanitaire. ont fait presque 400 milliards rien qu'en 2020. Ouais, voilà, c'est complètement hallucinant. Donc en plus, il y a le nouveau siège qui va arriver. C'est vraiment une étape de transition et je pense qu'il a jugé que c'était le bon moment. Même si je ne pense pas que ça chamboule grand-chose. Non, voilà. Et puis, comme tu le disais, Nicolas, il reste quand même, malgré tout. Il va rester, et après, Andy Jassy, il supervise depuis 2006 les services cloud, mais depuis 1997, il est là. Amazon, ça a été fondé en 1994, donc il est arrivé à Amazon, c'était un bébé. Autant vous dire que ça vendait que des livres à cette époque. Donc, il connaît Amazon par cœur. Il connaît la philosophie de Jeff Bezos par cœur, et c'est dans la continuité. Et si on regarde justement
Raphaël a comparé avec la transition Steve Jobs-Tim Cook, où on peut même voir aujourd'hui Satya Nadella qui a repris Bill Gates. Généralement, ces personnes qui viennent du monde de la finance, qui reprennent le bébé d'un fondateur, d'un géant de la tech, et ben ils font mieux. Ils arrivent à faire croire l'entreprise. Il y a moins justement cet attachement, il y a plus de responsabilités. Il va avoir beaucoup de missions, on dit déjà. C'est lui qui va se prendre toutes les attaques de l'Europe, des régulations des États-Unis. Tout ça, ça sera pour lui. Mais normalement, Amazon est en de bonnes mains. On n'est pas du tout inquiet pour Amazon et Jeff Bezos est dans le coin. Ouais. Il faut avoir quand même les épaules assez larges pour se retrouver à la tête de l'une des toutes premières boîtes mondiales. C'est ça Nico, il faudra un jour, très bientôt, je pense, faire peut-être des bouquins ou des séries sur Tim Cook, parce que franchement, entre la valeur d'Apple en 2011, quand Tim Cook a repris en main l'entreprise, et aujourd'hui, je pense que sous l'ère Tim Cook, Apple a pris bien plus de valeur, alors c'est économique, que sous l'ère Steve Jobs. C'est ça. Et c'est vrai que le rôle du successeur est parfois encore plus important que le rôle finalement du fondateur. Alors évidemment, il y a le génie de Steve Jobs. Oui, ça c'est un peu retiré. Il est temps, ça fait pile 10 ans d'ailleurs. Je pense qu'à l'occasion de la décennie de Tim Cook, je pense qu'il faudra aussi regarder ce qu'a fait Tim Cook et on se rend compte que le successeur fait parfois financièrement mieux que le fondateur. Raphaël, alors bon, Amazon qui rit et Xiaomi qui pleure. Alors là, on est dans un autre domaine, puisque vous le savez, Xiaomi a été mis sur cette liste noire des entreprises chinoises par les États-Unis. On n'a pas trop compris pourquoi. Et Xiaomi, visiblement, n'a pas envie de se laisser faire. Non, ils vont déposer plainte, ils vont essayer de lutter juridiquement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que, évidemment, on compare ça avec ce qui s'est passé avec Huawei. Initialement, ce qu'avait dit Trump, ce qu'avait dit l'administration américaine concernant Huawei, c'est une question de sécurité nationale parce que Huawei fait des antennes. Bon, en fait, là, Xiaomi, ils font pas d'antennes 5G. Non, ils font que des produits d'entertainment, finalement. Exactement. Donc, on comprend très bien. Donc finalement, ça en dit long sur les raisons, évidemment, qui ont poussé les Américains à sortir Huawei du pays. Alors il y a des raisons sur les antennes qui sont... C'est vrai, mais ce n'est pas l'argument principal. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est simplement pousser Xiaomi hors du pays parce qu'il y a une guerre qui est une guerre purement commerciale qui est en train de se produire. Et Xiaomi se positionne... En fait, c'est un coup dur pour Xiaomi aussi parce que Xiaomi, aujourd'hui, il se présente comme le Huawei qui a Google. D'ailleurs, il suffit de voir leur pub à la télé, d'ailleurs en France. Moi, ça me fait marrer parce que leur pub à la télé, c'est avec ce service Google, avec ce service Google. Enfin, ils mettent que du Google dans leur pub pour bien dire nous, on n'est pas Huawei. Nous, on est des Chinois avec un très bon rapport qualité-prix, mais nous, on a Google. Et donc, les États-Unis, ça, ils n'ont pas envie de le laisser passer. Donc, effectivement, je pense qu'ils vont répliquer. Après, ça montre aussi, la question c'est aussi ce que va changer l'arrivée de Biden sur ce terrain-là. Et visiblement, oui, parce que c'est Trump qui avait pris cette décision de mettre sur la liste 5 jours avant son départ. Ouais, et on n'est pas sûr du tout que l'arrivée de Biden détende les liens comme on pouvait l'attendre. On se disait la fin de Trump, ça va être le retour de Huawei, pas du tout. Mais Nicolas, est-ce qu'on peut s'attendre au même sort pour Xiaomi que Huawei ? Parce que est-ce que Xiaomi pourrait être privé des services Google, par exemple, suite à cette décision ? Pas du tout, parce qu'il y a 2 listes noires aux États-Unis. Il y a l'Entity List qui est rattachée au ministère du Commerce et la Military List qui est rattachée au ministère de la Défense. Huawei, ils sont sur les 2. Comme ça, c'est réglé. Moi, comme ça, c'est réglé. Xiaomi sont que sur la liste militaire. Parce qu'ils sont classés comme une entreprise chinoise militaire du Parti communiste. Bon, c'est quand même un terme qui peut être peu élogieux quand on ne fabrique pas de produits militaires. Maintenant, comme ils ne sont pas sur liste commerciale, ils ont le droit de travailler avec des entreprises américaines, ils ont le droit d'acheter des processeurs Qualcomm, et ça, pour l'instant, ils ne sont pas du tout menacés. Par contre, à cause d'une loi signée par Donald Trump, à partir du 11 novembre, toutes les entreprises sur cette liste noire militaire seront dans l'obligation de se séparer de leurs investisseurs américains. Donc tous les Américains, les entreprises américaines qui ont financé Xiaomi devront reprendre leur argent et donc du coup Xiaomi va avoir évidemment un problème financier. Donc c'est ça ce que craint Xiaomi. Il y a Xiaomi. beaucoup d'investisseurs américains chez Xiaomi. Il y en a beaucoup. Pendant longtemps il y a eu Qualcomm, c'est plus le cas. Qualcomm n'est plus investisseur de Xiaomi, mais il y en a forcément. Et dans tous les cas, pour une entreprise, le fait d'être sur liste noire dans un pays comme les États-Unis, ça va freiner leur croissance et c'est pas bon du tout. Ils pourront pas se développer aux États-Unis alors qu'ils ont une ambition sur les produits connectés, pas trop sur les smartphones, mais sur les trottinettes notamment. Donc il y a cette inquiétude pour eux et ils considèrent que la décision de Trump elle est illégale parce qu'il n'y a pas eu une procédure régulière. On n'a pas fait un procès pour savoir si Xiaomi était une entreprise, on l'a inscrit sur la liste noire directement. Donc ils peuvent gagner. Je suis d'accord avec Raphaël, je pense que Joe Biden ne va pas changer de politique du tout, au contraire, il va plutôt maintenir ce que fait Donald Trump
ce qu'a fait Donald Trump, mais à voir si Xiaomi ne peut pas s'en sortir. Mais c'est vrai que le vrai coup dur, ce serait qu'ils soient sur l'autre liste noire et qu'ils ne puissent pas La travailler liste noire avec commerciale. Là, ça serait beaucoup plus Xiaomi problématique. sans Qualcomm, là, ça commence à être... D'ailleurs, C'est on voit foutu. bien, c'est foutu. Donc on voit bien ce qui se passe avec Huawei. D'ailleurs, il y a des rumeurs de vente de la division mobile. Ils ont vendu Honor. Il y a des rumeurs même de vente de toute la division mobile parce qu'ils se rendent compte que développer des processeurs et surtout des architectures de processeurs, c'est très compliqué. Honor qui est peut-être en train de revenir. Hein. J'ai lu 2-3 articles comme quoi ils préparaient leur retour avec de nouveaux investisseurs, avec le retour de Google. Visiblement, ça serait pour le Mobile World Congress qui a été décalé en juin, comme vous le savez. Ils attendent en tout cas. lancer 2 nouveaux smartphones et ils ont comme ambition en fait de faire mieux que les meilleurs smartphones des constructeurs. Donc à voir un peu aussi si c'est faisable ou pas. D'autres résultats intéressants, c'est ceux de Sony et de Nintendo. On parle de jeux vidéo, Nicolas. Sony et Nintendo qui cartonnent, et notamment Sony avec la PlayStation 5. Hein. Oui, le jeu vidéo cartonne en général. C'est une magnifique année. C'est bien, merci la pandémie. Comme beaucoup de secteurs dans la nouvelle technologie, quand on passe du temps à la maison, on joue, on fait du sport, on passe du temps sur ses ordinateurs. Donc ça cartonne. On commence par Sony. Donc eux, pour le coup, c'est pas forcément grâce à la pandémie, c'est grâce à l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles. On s'attendait à ce que les ventes de la PS5 ne soient pas bonnes à cause de la pénurie. On sait que la demande est là, mais on sait que Sony a du mal à les fournir. Pourtant, entre le 3 novembre et le 31 décembre, ils ont quand même vendu 4,5 millions de PS5. C'est autant que la PS4 sur ces 3 premiers mois de commercialisation. Donc on peut dire que c'est un succès, c'est complètement réussi. La PS5, elle a trouvé un marché. Le seul problème de cette situation, c'est que les 4,5 millions, c'était tout le stock, mais qu'il n'y en a plus. Donc ils fabriquent au compte-gouttes, ils essayent de l'écouler. La question, c'est qu'est-ce qui se passera en mars, quand on aura les résultats trimestriels pour les 3 premiers mois de l'année. Est-ce qu'on ne va pas avoir une grosse chute des ventes ou est-ce que Sony va malgré tout réussir à répondre à la demande? D'ailleurs, ils ont précisé, ils ont fait le call pour les résultats avec des journalistes, ils ont précisé qu'ils étaient toujours en pénurie de semi-conducteurs et de composants divers. Et ils ont dit ça va rester compliqué. Donc effectivement, comme tu dis, les PlayStation 5, ça va être jusqu'au milieu de l'année 2021. Ça va être très compliqué d'en trouver. Et Sony a déjà prévenu qu'effectivement, ils auraient du mal à fournir, sachant que ce qu'ils ont déjà vendu, ils l'ont vendu en partie à perte. Parce que les lignes de production ne sont pas encore rentables, ça vient d'être lancé. Et puis ça coûte cher une console de nouvelle génération. Et puis le but, c'est de se construire un parc et c'est d'inonder le marché le plus vite possible pour ensuite vendre les accessoires, les jeux, les abonnements, parce que je crois que j'avais vu les chiffres, c'est 85% des possesseurs de PlayStation 4 sont abonnés, et PlayStation 5, ça doit être pareil, au PS Plus. C'est ça. Et là, aujourd'hui, si on regarde en proportion les ventes chez Sony, les DLC, c'est 44%, les abonnements, 18%, et les jeux dématérialisés, 29%. Donc le matériel n'est plus qu'un prétexte pour vendre le logiciel et l'abonnement. Et donc finalement, faire de l'argent sur la console, c'est un one-shot, c'est pas très intéressant pour eux. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'implanter son parc en termes de consoles, même si la PS4 aujourd'hui, évidemment, il s'en vend moins, mais elle devient rentable parce que la ligne de production, elle tourne et qu'ils font des économies d'échelle. Sony va bien, Nintendo aussi. Nintendo, c'est 79,87 millions de Switch. Et pourtant, on n'est pas en next-gen là. Hein. On est dans une console qui commence à dater. On est sur un format différent. Avec Animal Crossing, c'est Animal Crossing, le jeu le plus vendu en France. Qui sort au début du confinement, quoi. C'est fantastique. D'ailleurs, c'est le jeu le plus vendu en France et c'est la première fois depuis plusieurs années que c'est pas FIFA, le jeu le plus vendu en France. Et sur le site du CEL, les éditeurs, il y a le classement. Et c'est vrai que si on va se balader tout au long de l'année, Animal Crossing revient tout le temps en première position. C'est la force de Nintendo, c'est que les consoles, même si elles sont vieilles, se vendent. Les jeux, même s'ils sont vieux, se vendent. Il n'y a pas de baisse, c'est pas cyclique comme chez Sony ou chez Microsoft. Donc au total, ils sont presque à 80 millions de Switch vendus en 4 ans. C'est monstrueux. Ils en ont vendu 12 millions à Noël. Là, il y a 12 millions de personnes qui ont acheté une Switch à Noël, donc c'est plus que la PS4 et la PS5 réunies. Enfin, autant vous dire que c'est complètement délirant à quel point Nintendo. Et là, à mon avis, Nintendo doit commencer à gagner de l'argent sur la vente des consoles. Là. Nintendo, ça va bien. Sur la Lite au total, ils ont vendu 532,34 millions de jeux, Nintendo, sur 4 ans sur la Switch. Enfin, c'est vraiment monstrueux. Ils sont, en plus, grâce à la pandémie, là encore.
Avant, Nintendo, c'était quand même une grande majorité de personnes qui achetaient les jeux en physique, parce que c'est des cadeaux, c'est pas exactement le même public. Mais là, aujourd'hui, on a 40% de jeux en démat, contre 28% l'année dernière. Donc du coup, sur le démat, on touche 100% de marge. Bien sûr. Il n'y a pas la marque distributeur, il n'y a pas le transport, Tout etc. à fait. Donc pour eux, surtout que la console s'y prête vachement. Et voilà. Parce qu'elle est connectée en Wi-Fi, on se balade avec, on télécharge, finalement on se comporte presque comme avec un smartphone. Exactement. Et la différence, alors évidemment Sony est impliqué dans la production de certains jeux, mais sauf que les gros succès de PlayStation 5 et de la Xbox, c'est moins Sony et Xbox, ça va être des autres éditeurs. Là, Nintendo, ils prennent tout. C'est eux qui prennent tout. Ils prennent tout, c'est incroyable. Et non, c'est absolument monumental. Et là où ils sont forts, c'est de ne pas jouer sur ces cycles techniques. Parce que quand on voit les designs des jeux, même si d'ailleurs les jeux, évidemment, Zelda, c'était magnifique, mais ils arrivent à se détacher complètement de la partie techno et puissance pour avoir des revenus totalement linéaires et monter en puissance et être totalement détaché de qui a le meilleur processeur, qui a la meilleure carte graphique. Ouais, et ça va être intéressant de voir si dans les prochains mois, prochaines années, on va avoir une nouvelle console Nintendo. Il y a des rumeurs, ça pourrait être pour cette année. D'ailleurs, on en parle depuis on savait depuis 2-3 ans, on annonce qu'il va y avoir une Switch Lite. Elle est arrivée. Et une Switch Pro. A priori, cette Switch Pro, elle va avoir un nom qui est très Nintendo. Ça serait Super Switch, ce qui est logique. On a eu la Super Nintendo, on a eu plein de choses, donc ça serait logique d'avoir une Super Switch. Et on parlerait de gaming en 4K, de ce genre de choses. Mais on serait quand même loin en termes de proportion de ce que proposent Microsoft et Sony. Mais bon, Nintendo a bien compris une chose. Parler aux gens avec de la 4K, de la 8K, de l'HDMI 2.1, c'est pas ça parle uniquement à une petite communauté de joueurs, mais ceux qui achètent la console pour jouer à FIFA et à Call of Duty, c'est pas important pour eux. Allez, on va parler d'Apple cette mise à jour qui va permettre en fait de déverrouiller son iPhone, Raphaël, tout en gardant le masque. Alors, il y a deux choses intéressantes. C'est qu'il y a des rumeurs de plus en plus persistantes qui nous promettent un nouvel iPhone l'année prochaine. Enfin, non, même pas l'année prochaine, là, en septembre prochain, avec le retour du Touch ID, en plus du Face ID. Ça serait quand même une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est l'avantage en ce moment des smartphones Android, c'est qu'ils ont quasiment tous maintenant, enfin les milieux haut de gamme, ils ont tous le capteur d'empreinte sous l'écran. Et c'est bien pratique. Et c'est très très pratique. Quand on a le masque. Alors, notamment pour déverrouiller, quand on a le masque, pour déverrouiller. Et donc Apple s'est dit, on va quand même aider nos clients et nos utilisateurs à déverrouiller leur iPhone. Alors, l'année dernière, en urgence, ils avaient fait une petite mise à jour pour enlever le délai de, je crois que c'était 10 secondes. Quand Face ID échouait, il fallait un délai de quelques secondes pour pouvoir rentrer le code, ce qui était un peu long. Donc là, ils ont dit, dès que le Face ID détecte qu'il y a un masque, il propose d'entrer le code. Et là, donc, ils vont permettre de déverrouiller directement, juste en analysant le haut du visage. Évidemment, c'est pas aussi sécurisé que Face ID classique, on va dire. Donc, pour déverrouiller, il va falloir avoir une Apple Watch au poignet qui sera elle aussi déverrouillée pour, entre guillemets, apporter une sécurité supplémentaire. Comme elle est connectée à l'iPhone, il reconnaîtra. Bon, on a reconnu la moitié du visage, il a une Apple Watch. Ça peut passer. Par contre, on ne pourra pas payer avec parce que c'est pas suffisamment sécurisé. Voilà, c'est ça. Mais enfin, ils se remettent au niveau d'Android parce que finalement, Android, on ne peut pas payer avec non plus puisque de toute façon, il y a moins de solutions, c'est moins répandu, on va dire. Mais du coup, c'est pour ça que Apple aurait quand même vraiment intérêt à remettre du Touch ID en septembre parce que les habitudes sont vraiment en train de changer et Touch ID pour des millions de clients qui ont un masque, c'est très important. Et puis, et ça on en a régulièrement discuté avec Nico, Touch ID, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran est une technologie mature. C'est arrivé il y a 3 ans. Au début, c'était un peu... 2 ans sur Android ou 3 ans, je ne sais plus, mais c'était un peu laborieux, un peu capricieux. Là, la techno est vraiment mature et comme toujours chez Apple, c'est jamais les premiers. Mais quand ils le mettent dans l'iPhone, ça marche. C'est que ça marche. Voilà. Et donc, c'est le moment idéal. Donc, franchement, on a du mal à imaginer qu'ils ne le fassent pas en septembre. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que on se rend compte que Apple n'est pas arrivé à faire déverrouiller l'iPhone avec le Face ID, même avec le masque. Parce que je pense qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs, ils le font. On ne serait pas au niveau de sécurité peut-être exigé par Apple, c'est ça. Il y a aussi ça. C'est tout. Après, c'est malin comme bidouille. Ils vendent l'Apple Watch. Tout est extrêmement bien implémenté. Moi, je trouve que c'est plutôt un gadget, cette histoire de déverrouillage avec l'Apple Watch. Moi, je me suis permis d'installer les bêtas sur mon téléphone, sur la montre pour jouer. Et on voit vraiment que c'est un gadget. Je suis même pas sûr, pour être honnête, qu'ils utilisent Face ID. En réalité, s'ils détectent qu'il y a le masque, peu importe que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ça se déverrouille si vous avez autorisé cette fonction. Donc,
C'est vraiment juste un jouet, ça permet aux gens qui sont dans l'écosystème Apple d'avoir un avantage, et c'est pratique, mais bon, c'est pas non plus une révolution, et vivement le retour du capteur d'empreinte. J'allais dire, on peut montrer ça à des potes au restaurant, mais bon, c'était pas une bonne phrase. Ça marche pas. On va rester dans l'univers d'Apple, mais cette fois-ci avec Facebook, et là, franchement, ça se corse, et on voit que la tension monte entre ces deux géants. Parce que, Apple est en train de verrouiller en fait toutes les conditions d'utilisation de Facebook sur l'iPhone. Et aujourd'hui, quand on a Facebook, on l'a via une appli qu'on a téléchargée sur l'App Store. Et visiblement, ça ne plaît pas à Facebook, qui commence sur ce sujet, qui est un sujet qui, à mon avis, peut prendre de l'ampleur dans les semaines qui viennent. Je peux rapidement faire une introduction là-dessus. Ce qui est en train de se passer, c'est que Apple avait annoncé avec iOS 14 qu'il allait avoir un nouveau système de permission. Vous savez, quand vous ouvrez une application pour la première fois, on vous dit ce que vous voulez qu'elle vous localise, est-ce que vous voulez accéder à l'appareil photo. Tout ça, c'est des droits que l'utilisateur possède. Il va y avoir un nouveau droit qui va permettre, qui est assez fou, et c'est génial d'avoir ça sur un smartphone, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que cette application continue de vous traquer dans d'autres applications ou dans d'autres sites. Ça, c'est le modèle économique de Facebook, de Google et de plein d'autres applications. Facebook, Instagram, WhatsApp un peu moins, mais bon, bientôt. C'est vrai. Voilà. Clairement, et tout ça, ça a fait polémique. Du coup, Apple a reculé. Ils ont dit, ça va arriver, mais petit à petit, on laisse le temps aux développeurs. Et Facebook avait déjà prévenu il y a quelques semaines que si Apple met en place un tel système, il y a plein d'annonceurs et d'entreprises qui vont mourir, et que Tim Cook aura le sang de toutes ces entreprises sur les mains. Il a pris une publicité dans les journaux en grande page pour dire que Apple est sur le point de tuer le système de la publicité, que Facebook allait devoir se retirer du marché. On est absolument persuadé que Facebook veut vraiment défendre les petites entreprises. Oui, bien sûr, mais ça se voit tout de suite. Ils sont totalement sincères là-dessus. Tout à fait. Le problème, c'est que je pense qu'ils ont surtout donné envie à Tim Cook, qui utilise beaucoup ça à la fois d'un point de vue marketing, mais je pense que c'est vraiment une cause qui tient à Apple, parce que c'est comme ça que le modèle s'est construit chez eux, de devenir le grand défenseur de cette vie privée. Et donc du coup, ils en profitent pour vraiment tacler Mark Zuckerberg et pour dire que voilà, avec l'iPhone, c'est fini, ils vont mettre fin à ces pratiques de tracking. Et on peut peut-être, Raphaël, je pense que est d'accord avec moi, on est sur les tout débuts d'une grosse guerre qui va se dérouler dans la Silicon Valley. Ça va être une guerre de com. Alors moi, j'étais assez étonné de la tonalité d'Apple. C'est très étonnant. Oui. Ça fait quelques semaines qu'Apple tape Bien directement sûr. et nommément sur Facebook. Alors il y a ce qu'a dit Tim Cook. Alors c'est pas dans les habitudes d'Apple. Ah non, moi j'étais très étonné quand j'ai vu leur communiqué de presse avant la prise de parole de Tim Cook. Déjà en fin d'année, ils tapaient sur Apple. Et là, je pense que Tim Cook, il a parlé de boîte qui est méprisable. En gros, oui, bien sûr. C'est quand même pas anodin. Donc là, la guerre est franchement ouverte. Mais oui, Apple n'a aucun intérêt à reculer là-dessus. Apple ne vend pas, ça ne lui rapporte rien, la vie privée. Apple a un modèle économique très simple. Il vend des produits, il vend des services. C'est facturé, il n'y a pas de pub. Donc ils n'ont aucun intérêt à ne pas protéger la vie privée, et ça en fait un argument marketing hyper intéressant. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Facebook a quand même changé de position. Parce que cet été, ils ont dit d'accord, on laisse tomber, on ne demandera plus l'autorisation, on ne suivra plus personne. Et ça va coûter cher. Là, finalement, ils tentent la notification pour demander quand même à l'utilisateur l'autorisation de les suivre. Donc, ils ne sont plus du tout dans la même position, et je pense qu'ils ont peut-être calculé le montant. Oui, il y a quelqu'un qui a dû sortir sa calculatrice. Au fait, Marc, ça va nous coûter très cher. On va demander quand même l'autorisation, mais sincèrement, quel utilisateur a intérêt à dire oui ? Personne dira oui. Personne n'a intérêt à dire oui. Évidemment qu'il faut dire non. On n'a aucun intérêt. C'est pour nous suivre. Et la notification d'Apple est faite de manière à vous faire comprendre que ces pratiques ne sont pas bonnes. On vous décrit pas le truc. Facebook va tenter de mettre un message avant le pop-up pour lisser le truc et expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous avez, moi de temps en temps, je vais sur Facebook, et il y a des petits messages en disant attention, les conditions d'Apple vont changer, etc. Je l'ai pas eu. Vous allez perdre en expérience utilisateur de Facebook, patati patata, etc. Ils disent vous aurez toujours de la publicité, mais elle ne sera pas adaptée. Ok, c'est vrai. Enfin, il y a eu un piratage encore de Facebook. Il y a des millions de numéros de téléphone qui sont dans la nature. Donc rien que pour ça, je pense qu'il faut dire non. Et puis Facebook, non mais aujourd'hui, qui fait confiance à Facebook ? Qui a une once de confiance ? Personne n'a plus confiance en Facebook. On voit bien ce qui se passe avec WhatsApp. Donc évidemment que tout le monde aura intérêt à dire non. Allez, on va terminer avec une note un petit peu plus sympathique, même si je sais que au sein des rédactions de 01net et de BFM Tech, on n'est pas tous forcément d'accord. C'est au sujet de l'Apple Car. L'Apple Car serait dans les tuyaux. Alors ça fait des années qu'on en parle, et là visiblement Hyundai et Apple seraient sur le point de se marier en quelque sorte pour fabriquer une Apple Car.
Voilà. Et alors, c'est CNBC qui l'a encore confirmé. Il y a eu pas mal de confirmations. Il y a eu Bloomberg qui l'a annoncé. Min Chiu Kuo, on a parlé aussi. Et là, c'est CNBC. Ça commence vraiment à sentir l'Apple Car, non ? Ça chauffe de nouveau. Mais je précise le de nouveau qui est important parce que ça chauffait déjà il y a 5 ou 6 ans avant de complètement disparaître. Mais c'est un vieux serpent de mer, ça fait cette à peu près voiture. 10 ans qu'on dit qu'Apple veut faire une voiture. C'est un projet qui s'appelle le projet Titan. A priori, ils avaient des ambitions monstrueuses. Quand Tim Cook est arrivé, c'était on veut une voiture d'ici 2-3 ans. Le truc s'est complètement éclaté. Ils ont recruté plein de gens de chez Tesla avant de licencier tous ces gens de chez Tesla parce que finalement ils n'en avaient pas besoin. Ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Tim Cook a dit lui-même dans une interview que Apple fabriquait un système de conduite autonome mais qu'il n'avait pas vocation à fabriquer lui-même sa propre voiture. Ce qui est rare. Hein. Tim Cook qui raconte justement le projet Apple, c'est la preuve à quel point ce truc est important pour eux. On n'entendait plus parler du projet Titan et depuis quelques mois, on ne sait pas pourquoi, c'est complètement revenu. Il y a eu un changement de dirigeant. Bob Mansfield, qui était sorti de sa retraite, qui est un ancien vétéran d'Apple, est reparti à la retraite. Pour un projet secret, visiblement, et ça serait ça. Hein. Alors, non, ça c'est une autre personne. Non, Bob Mansfield, il était pendant très longtemps chez Apple, il était parti à la retraite et il l'avait fait revenir pour gérer le projet Titan. Puis après, il a été remplacé il y a quelques mois par le chef de l'intelligence artificielle et de Siri. Et après, c'est Dan Riccio, qui est le responsable matériel d'Apple, qui depuis quelques semaines, maintenant, s'occupe justement d'un projet secret. Ouais, c'est ça. On imagine que c'est justement ce fameux produit Apple Car. Et depuis donc quelques temps, on est repassé d'un système de conduite autonome à un vrai véhicule signé Apple. Mais on ne sait pas trop. Certains disent que ça sera que autonome, certains disent que les gens pourront le conduire. On parle de 2024, de 2025, mais il y a vraiment plein de mystères autour de ce produit. Raphaël, tu es assez dubitatif concernant cette association. Il y a deux choses chez Apple, il y a deux projets que je ne comprends pas, c'est ça et l'AirTag. Non mais c'est vrai. C'est le casque de VR. Ouais, même le casque de VR qui sent un peu bizarre, quoi. C'est des trucs, non mais l'AirTag, tous les ans on nous dit Apple va sortir l'AirTag, mais on s'en fout, c'est quoi ce produit ? Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est vrai, il y a même Samsung qui en a sorti. Non mais c'est ça, tout le monde s'en fout d'ailleurs. Et même Samsung a vu tellement de rumeurs que même l'ont sorti. Mais oui. Non mais je ne comprends pas. Et non mais sur la voiture, c'est pas le même projet, mais je comprends pas ce que va aller faire Apple. Ils ont même pas, Tim Cook n'a même pas voulu recevoir Elon Musk pour acheter Tesla il y a quoi ? Il y a 2 ans, 3 ans. Il y a à peu près 2 ans. Donc il ne l'a même pas reçu. Non mais qu'est-ce qu'Apple va aller faire dans la voiture ? J'ai du mal à y comprendre. Et en même temps, c'est des sources sérieuses. Alors je pense que Apple se dit, s'il y a une voiture autonome, c'est qu'il y a du temps libre pour se divertir et on va être sur le coup, évidemment. Mais pas pour... Enfin, moi, Apple fabrique une voiture, qu'est-ce qu'ils vont aller s'emmerder, entre guillemets. Ils font 40% de marge sur tous leurs produits. Qu'est-ce qu'ils vont aller s'emmerder avec une voiture qu'ils ne connaissent pas, avec des lignes de production qui coûtent des fortunes. Moi, j'ai du mal à y croire. Alors, je serai le premier à dire je me suis complètement planté, mais je ne comprends pas du tout l'hypothèse d'un véhicule Apple. Surtout que ça ne serait même pas un véhicule personnel, hein. Ça serait, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai pu lire à droite à gauche, des véhicules qui desserviraient le dernier kilomètre, en fait, qui pourraient nous amener au restaurant ou des trucs comme ça. C'est une des pistes évoquées. Après, on parle aussi d'une voiture personnelle. D'une voiture personnelle, c'est vraiment flou. Moi, je ne les vois pas aller 100% sur une voiture autonome, mais je suis moins sceptique que Raphaël. Je pense vraiment qu'il y a un projet de véhicule autonome chez Apple. Je vois pas pourquoi ils testeraient. On voit des photos souvent autour de la Silicon Valley de voitures avec 40 000 capteurs sur le toit. Je pense qu'ils testent des choses, qu'ils ont des ambitions. Maintenant, de là à dire que leur décision est déjà prise avec une année de commercialisation et un prix, je pense qu'on en est très loin. Ça avance avec Hyundai. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un partenaire quand même. Il faut bien quelqu'un pour produire quelque chose à un moment, mais ils vont peut-être produire juste quelques exemples prototypes et dire on se balader sur le campus, comme les boîtes à pizza chez Apple. En vrai, c'est possible, mais il y a peut-être. Ils ont les moyens. Ce serait pas très flatteur pour Hyundai, mais bon. Oui, mais en même temps, qui a Hyundai. Bon, c'est pas non plus. Ouais, mais une marque, évidemment. Il faut savoir que c'est des marques qui sont très performantes dans le domaine de l'électrique, notamment Hyundai qui a. Les Coréens sont excellents dans ce domaine. Si je me trompe pas, il y a 4 ou 5 ans, on disait qu'Apple avait signé un partenariat avec Volkswagen, et ça s'est jamais fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Bonne question. Écoutez, on annonce 2024. On verra bien. On aura l'occasion d'en reparler ici avec vous. Merci beaucoup, Nicolas Lelouch, la rédaction de zeronet.com, et Raphaël, qu'on peut lire sur BFM Tech. Raphaël Grabli. Merci à tous les deux. Avec plaisir, François. Comment se porte le marché du PC ? Comment a-t-il évolué ces derniers mois ? On va en parler avec mon invité. Je vais recevoir le directeur marketing et communication d'Acer France dans un instant. Acer qui est le 4e constructeur de PC au monde. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.